À tous d'abord, bienvenue sur le panel. Nous allons discuter aujourd'hui de la difficulté de notre culture dans l'Afrique de l'Ouest, organisé par IPAR et ses partenaires, CNCR. Nadjirou Sall, c'est le représentant du président du CNCR. D'abord, M. Sall, nous vous donnons la parole pour un peu dire à votre niveau quels sont les problèmes que vous rencontrez, surtout quelles sont les solutions qu'il faut mettre en place très rapidement pour régler les soucis qu'a ce secteur. Le débat. Bon, bonjour, je suis Nadjirou Sall, je suis le président du Conseil national de coopération du RIRO qu'on appelle le CNCR. Je me réjouis effectivement de cette initiative qui est partie de cette pandémie qui nous a amené effectivement d'utiliser le maximum les nouvelles technologies. Très rapidement, je vais remercier IPAR d'avoir pris l'initiative de travailler avec CNCR dans une nouvelle façon de faire pour deux raisons. La première raison, c'est de nous avoir aidé à maintenir notre famille des ruraux. La deuxième raison, prouver qu'effectivement, en tant qu'acteur, on peut continuer toujours à agir. Particulièrement par rapport à la thématique, je remercie l'ensemble des panélistes qui ont été choisis, dont certains que je connais très beaucoup. Je remercie particulièrement le président de l'Union des chambres de commerce du Sénégal, Serigne Mboup, Amadou Sy, avec qui j'ai cheminé à un moment donné dans notre processus de construction de la citoyenneté de ce pays, le directeur de l'horticulture et nos amis transformatrices, particulièrement venant de notre famille. Nous avons été à... Pourquoi ce débat? Pour deux raisons. La première raison, c'est de dire, écoutez, produire, c'est de chercher des revenus. Chercher des revenus, c'est d'arriver à asseoir 5 fonctions. C'est d'arriver à avoir une consommation totale familiale. C'est de pouvoir créer des revenus pour créer des richesses qui te permettent de subvenir à d'autres. Ça voudrait dire que notre métier est lié particulièrement au marché et que d'une manière générale, jusqu'à aujourd'hui, il y a une forte fragilité du marché de nos produits horticoles. J'en ai comme preuve pour cette année, globalement, nous avons mené un débat autour de l'oignon, où au moment où les récoltes ont démarré dans la vallée des fleuves, particulièrement dans le département de Podor, ça a coïncidé avec cette pandémie, où le plus grand espoir qu'on avait, c'est que l'État sénégalais, gérant les fonds publics sénégalais, allait acheter l'ensemble de nos productions pour le redistribuer aux ménages sénégalais, c'est-à-dire arriver à ce slogan, produire pour nous et consommer pour nous. Nous avons été très surpris très rapidement d'entendre que nous gérons des produits périssables. Ça nous a vraiment surpris. Nous continuons à mener le combat et en espérant que l'État va changer de stratégie sur la question. C'est pour donner un exemple seulement. C'est-à-dire, fondamentalement, en tant qu'acteurs, nous nous réengageons effectivement avec nos partenaires privés pour asseoir des solutions durables dans le cadre du lien production-marché. Nous l'avons déjà testé sur la contractualisation avec l'arachide au niveau du Sénégal, ça fait 7 ans. Nous sommes prêts à reprendre les mêmes exercices. Nous commençons de tester sur le riz, à reprendre la même chose effectivement sur les produits horticoles. Je ne vais pas aller plus loin pour ce panel que je remercie fondamentalement à tous les gens qui ont accepté de participer. Au nom de notre conseil d'administration, le CNCR, je vous remercie sincèrement, mais au nom du CNCR, effectivement, Thierno, je l'avais dit ça, j'attends le conseil d'administration. Nous avons fondamentalement une motion de félicitations à notre institution IPAR qui est en train de répondre à une partie importante de nos attentes. Comment enclencher des processus avec la citoyenneté sénégalaise et plus particulièrement rurale pour arriver effectivement à juguler certains déficits sur quoi on devrait agir nous tous ensemble. Je vous remercie vous tous et remercie celui qui va animer, Alessandre, que je connais, qui ne me connaît pas, mais on va se connaître parce qu'on est dans le même monde. Et j'en profite pour vous dire, au nom de notre conseil d'administration, nous avons été très réjouis de ces initiatives et particulièrement de ce panel de haut niveau qui est suivi par 13 plateformes membres du ROPA dans la zone de la CEDEAO, actuellement où on est en train de parler.
Merci à vous tous et bon panel. Voilà, merci beaucoup, Najir Sam, président du CNCR. On donne la parole à Cheikh Omar Ba, président de l'EPA, directeur de l'EPA, très rapidement, venir sur cette situation, parler, faire l'état de lieu très rapidement pour aller concrètement. Voilà, merci beaucoup, M. Alassane Samba Diop. Je voudrais d'abord remercier le président Najir Sall et remercier vraiment les panélistes. Parce qu'aujourd'hui, M. Alassane, si on vous a choisi, c'est parce que vous animez une des émissions les plus importantes au Sénégal en termes de débat sur justement les enjeux de développement, au-delà des partis politiques, au-delà de toute considération, vraiment. Et ça permet aux Sénégalais, de là où ils sont, de pouvoir débattre et de faire des propositions. Parce que c'est vrai que c'est le gouvernement qui élabore les politiques publiques, mais tout le monde sait que le gouvernement élabore les politiques publiques en s'appuyant sur les acteurs à la base. C'est ça l'esprit de travail avec le CNCR, qui aujourd'hui est le mouvement le plus représentatif du mouvement paysan sénégalais, et même en Afrique de l'Ouest, avec le président Najir Sall, qui est le secrétaire général du ROPA. Ceci étant dit, je voudrais remercier effectivement le directeur général de l'ARM, remercier le directeur de l'horticulture, remercier Madame Maïmouna Sambou, qui est une transformatrice en Casamance, qui fait un travail extrêmement important, avec Madame Maguette Diop, qui est dans les Niayes, qui va revenir sur ce qu'elle vit aussi au niveau des Niayes par rapport à cette question de commercialisation. Mais aussi remercier le président Mboup, parce que vraiment, c'est une personne, un opérateur connu au Sénégal, mais qui est en train de faire un travail extrêmement important, vraiment pour révolutionner les choses. Et je crois qu'on a besoin d'opérateurs sénégalais capables justement de connecter la production, la transformation, et que tout ça soit dans les politiques publiques capables d'aider le Sénégal à avancer. Alors, très rapidement, juste un mot de contexte. En tant que question IPAR Jacques Faye, nous travaillons dans la recherche et nous essayons de mettre en débat sur la base des résultats des recherches entre les différents acteurs, les différentes catégories d'acteurs. C'est à ce titre que sur la question de chaîne de valeur, je ne vais pas en dire plus parce que les experts vont en parler, mais il faut noter quand même qu'il y a une production en constante évolution. Se féliciter aujourd'hui que le Sénégal est en train de faire énormément de progrès en la matière, et ça, je crois que le directeur de l'horticulture est mieux placé pour y revenir. Notamment le maillon export qui est très développé avec la mangue, haricot vert, qui nous faut beaucoup de satisfaction. Ensuite, il y a des efforts du gouvernement en matière, effectivement, d'augmentation de ces productions. J'ai donné quelques chiffres, je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, il y a énormément de défis. Et je vais aller très vite parce que il me reste que 3 minutes. Les défis que je voudrais soulever, c'est l'insuffisance des infrastructures de stockage et de conservation, mais également la faible connexion des chaînes de valeur aux marchés régionaux aussi, mais aussi la faible transformation des produits horticoles. Et je crois que tout cela amène à dire, dans le contexte du Covid, quelles sont les opportunités qui existent pour la commercialisation de nos produits horticoles. C'est ça qui nous a amené, CNCR et IPAR, à engager ce débat avec les acteurs. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, avec la limitation de la mobilité des personnes et des biens, on risque d'avoir des mangues qui vont pourrir quelque part dans les régions. On risque d'avoir l'anacarde, c'est la période. L'oignon, c'est la période. On a organisé avec nos partenaires du CNCR aussi un débat sur l'oignon. Mais aussi la mévente et la perte de production qui entraînent la chute des prix aux producteurs. Or, on sait que les producteurs ont beaucoup investi, ils sont allés à la banque, et toutes ces questions, ce serait bien qu'on les aborde avec le gouvernement, qui est très bien représenté, mais aussi avec le secteur privé, avec le président Serigne Mboup et ses membres. Ensuite, aujourd'hui, il y a une opportunité d'améliorer les circuits de commercialisation. Comment faire pour que, comme on ne peut pas sortir aujourd'hui de la crise, on y est là en ce moment, on doit vivre avec le virus, comment faire pour au moins tirer profit de ce contexte pour améliorer la capacité de notre pays à valoriser notamment les femmes qui vont transformer, les jeunes qui vont y croire et investir avec le secteur privé quand on les connecte. Et j'espère qu'à la fin du débat, je m'arrête là, qu'on aura une connexion entre le secteur privé, les organisations de producteurs et l'État qui joue le rôle de régulation. Et nous, on est là pour évaluer les impacts et puis remettre aussi sur la table des propositions pour qu'on avance. Voilà, M. Alassane, pour vous permettre de débarrer votre panel. Encore merci. Merci infiniment, M. Omar Ba. Vous avez campé le débat par rapport à
ce qu'il faut faire. La question concrète est posée. Nous sommes avec l'un de nos invités aussi, c'est Amadou Abdoutsi, qui est le directeur général de l'ARM. Alors, monsieur le directeur, la question qui est posée concernant les infrastructures de stockage et la transformation. De façon concrète, qu'est-ce qui est prévu par vous en tant que membre de l'État pour régler ces questions? Le 25 décembre, déjà, on avait gelé l'importation de la carotte. Le 1er janvier, l'importation de la pomme de terre. Et le 25 janvier, l'importation de l'oignon. Du 11 au 13 février, on a fait des tournées dans les Niayes et dans la vallée. Avec l'ensemble des acteurs, on a fixé des prix conseils. On s'est réunis à l'ARM le 21 pour ouvrir les plateformes au nom de 18 sur l'ensemble du pays pour la vente. Le prix fixé était de 200 francs pour la vallée, pour l'oignon, de 250 pour la pomme de terre au niveau des Niayes et de 250 aussi pour l'oignon au niveau des Niayes. Un prix qui est vraiment rémunérateur, qui dépasse 2 fois les charges pour produire une tonne. Sur la mévente, sérieusement, je m'élève contre ça et je prends l'exemple de Podor. On a distribué 80 carnets de 50 lettres de véhicules dans le Podor qui sont épuisés parce que hier, ils ont fait la demande à Saint-Louis. On peut dire que le prix a baissé compte tenu que tout le monde est venu en même temps dans le marché. Et là, c'est la faute à qui la responsabilité est partagée, autant au niveau des producteurs qu'au niveau des services d'encadrement. Quand on demande aux gens de retarder leur arrivée dans le marché pour qu'il y ait une planification, tout le monde refuse. Les gens se bousculent pour arriver au niveau du marché. Nous avons un financement au niveau des magasins de stockage qui est insuffisant, qui varie annuellement entre 100 et 300 millions. On a vu aussi que les producteurs n'utilisaient pas les magasins de stockage qui sont bord-champ. On a pensé organiser des plateformes. Si vous allez à Boubé, c'est sur 1 hectare qu'on a aménagé des hangars et là où les gens se rencontrent avec un comité de gestion multi-acteurs où il y a aussi bien les élus locaux, les producteurs, les commerçants que les transporteurs. Et chaque camion qui quitte une plateforme a une lettre de véhicule qui montre que le camion a chargé à tel lieu pour aller à tel lieu. On a organisé le collège des commerçants sur l'ensemble du pays. Donc, les plateformes, on est passé des magasins de stockage fermés aux plateformes qui sont des hangars à près de 20 sur 30 avec un bureau pour le comité de gestion. C'est insuffisant, mais c'est un progrès par rapport à ce qui existait. Donc, quand dans un seul département, on utilise 80 blocs de 50, à moins de 3 mois, on ne peut pas dire qu'on n'est pas vendu. La preuve, c'est qu'il y a eu une suspension de 10 jours décrétée par les producteurs parce qu'au niveau de Dakar, les magasins, les marchés étaient remplis et les cars n'arrivaient pas. Les camions restaient 2 ou 3 jours sans décharger. Il reste que le prix de vente étant inférieur au prix conseillé, mais ne veut pas dire qu'on vend à perte. Là aussi, je précise. Ce n'est pas une vente à perte. Ils ont vendu à un prix qui est inférieur au prix conseillé, parce que le prix conseillé aussi qui était fixé avec eux, ils ont tenu à ça que ce soit à 200, contrairement à certains qui proposaient, des commerçants qui proposaient 175, 150. Ils ont vendu moins que ça parce qu'il n'y a pas eu de planification, mais ce n'est pas une vente à perte. Voilà pour la première sortie. Bon, on a pris des mesures très tôt. Le 2 avril, on a écrit une lettre au ministre et aux autorités pour demander que dans le kit du gouvernement, qu'on mette l'oignon, la pomme de terre et la carotte. Bon, ça n'a pas abouti, Nazirou en a parlé. On a écrit aussi une lettre pour demander que des chambres froides de Diamniadio soient mises à la disposition des acteurs. L'État a accepté. Mais on a trouvé aussi qu'il y avait des problèmes d'assainissement au niveau de ce marché qui ne sont pas encore réglés. Et c'est pourquoi on ne l'a pas utilisé. Et depuis lors aussi, on est en train de voir avec les partenaires sur la période de post-Covid
pour quand même qu'on travaille pour avoir des chambres froides aux normes. Si on voit actuellement, depuis la semaine passée, la pomme de terre qui est vendue sort des chambres froides des privés. Ce qui veut dire aussi que les privés qui ont des moyens avaient laissé le terrain aux petits producteurs sur l'arbitrage de l'ARM pour que ces petits producteurs puissent vendre. On nous avait promis qu'il y avait 75 000 tonnes de pommes de terre dans les Niayes, et après 2 mois de vente, on a vu que c'est épuisé, alors que la consommation du Sénégal est à près de 7,5 millions. On a aussi des problèmes de statistiques à régler au niveau de ce pays. Je crois que je remercie IPAR pour tous les efforts faits pour nous accompagner. C'est un partenaire, comme aussi le CNCR. Mais nous sommes ensemble et on doit trouver une solution à la commercialisation. Et je vais intervenir en dernier lieu pour faire cette proposition-là. Pour voir de façon concrète les difficultés qui ont été posées au niveau de l'horticulture sur la transformation, la commercialisation. Qu'est-ce qui est fait de façon concrète et claire? Merci beaucoup, Hassan, et bonjour à tout le monde. Je voudrais plutôt insister sur les aspects liés à la production, bien sûr en connexion avec la commercialisation dans le contexte Covid, mais surtout la mise en place d'un dispositif durable pour régler définitivement cette question. Je le dis parce que, Alassane, la transformation n'est pas du ressort de la direction de l'horticulture, ni du ministère de l'Agriculture. C'est pourquoi je disais, j'étais censé intervenir un peu avant, parce que j'ai eu un peu du retard par rapport à une réunion que j'ai faite avant. Je voudrais donc rappeler, comme le disait tout à l'heure Cheikh Oumar, les initiatives ou la volonté du gouvernement du Sénégal de faire de ce sous-secteur de l'horticulture un secteur prioritaire en termes de production, mais aussi naturellement de commercialisation sur le marché national pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'essentiel des programmes de nutrition de notre pays utilisent la production de légumes et fruits à la place des produits manufacturés. Donc, mais aussi pour l'export, il l'a dit tout à l'heure. À part un peu d'arachide depuis récemment, ce qui est exporté de l'agriculture sénégalaise, c'est des produits horticoles. Donc, pour la production, les informations données sur le tableau et l'introduction de Cheikh Oumar me pousseront à faire l'économie du détail. Et tout le monde l'a vu. Des productions donc records. Parce que l'État a accompagné en termes de subventions pour les semences. Si on prend le cas de la pomme de terre, c'est les seules semences qui sont subventionnées, mais c'est des semences quand même assez coûteuses, 650 francs le kilo, qui sont importées. Donc l'État subventionne à 50%. À date, la subvention la plus élevée qu'on a mise, c'est 6,5 milliards. On est parti de 130 millions en 2012 à 6,5 milliards, c'était en 2018. Cette année, on était à 3 milliards, presque 800. Donc, et de l'engrais également. C'est vrai que c'est à renforcer parce que c'est encore insuffisant, mais des efforts ont été faits. On est presque autour de 3 milliards annuels pour les engrais. Ça fait quand même beaucoup. Et à côté, on a suffisamment produit parce que les producteurs s'y retrouvent, parce que s'il a dit tout à l'heure, la régulation marchait jusqu'à maintenant, il y a juste des problèmes au début du processus et à la fin, et ça c'est normal parce que c'est des périodes qui sont difficiles et c'est des stocks au niveau national à gérer, mais sinon ça se passe bien. Donc les producteurs se mettent à l'oignon de plus en plus, à la pomme de terre, entre autres, mais je cite ces deux produits phares. Donc cette année n'a pas échappé à cette tendance haussière. Au moment où, n'est-ce pas, où la COVID est arrivée, on avait l'un des premiers pics de production. Donc, s'il a expliqué,
Cheikh Oumar l'a expliqué, avec les difficultés liées à l'offre, au marché, etc., à la mobilité. Donc, il fallait trouver une solution et on a fait une tournée pour inventorier les stocks disponibles. Donc, j'en profite pour dire, j'ai appris tout à l'heure avec si je pense qu'apparemment, il n'y a plus de problème pour la pomme de terre, si j'ai bien compris. La situation qui a été relayée il y a moins d'une semaine, il y a 5 jours, à partir des centres de groupage et des plateformes, établissait autour de 1497 tonnes quand même. Donc, et 37 000 tonnes pour l'oignon. Donc, nous, notre problème ou notre priorité, c'est que ces stocks en souffrance puissent être tout de suite commercialisés. En tout cas, enlevés de ces zones pour que les récoltes, notamment pour l'oignon, qui doivent suivre, puissent rejoindre ces mêmes sites. Pourquoi? Pour certes que ces producteurs gagnent, qu'ils n'aient pas besoin d'être aidés par l'État, qu'ils puissent payer leurs dettes, mais surtout qu'ils puissent repartir en campagne. Moi, je voudrais insister sur ça. Vous avez parlé d'un terme de référence de résilience. On ne doit pas attendre le mois de février prochain pour les récoltes, les grosses récoltes de légumes. On doit avoir encore des légumes d'ici octobre prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'en contre-saison chaude, il y a des légumes qui peuvent continuer à se faire. Donc, s'ils étaient payés, en tout cas, s'ils arrivaient à commercialiser, ils peuvent aller en campagne d'ici l'hivernage. Ils peuvent également faire des légumes en hivernage, parce qu'il y a des légumes de type africain qui s'adaptent à l'hivernage. Donc, ça veut dire que ça permettra d'assurer une disponibilité continue en légumes jusqu'à la prochaine campagne de contre-saison qui commence en octobre et les prochaines récoltes, ce sera en février. Donc, voilà un peu moi l'enjeu que je voulais aussi noter sur le fait que la commercialisation aurait un impact sur une continuation de l'activité de production horticole d'ici la prochaine grande campagne. L'autre élément, c'est au niveau de la conservation, les enjeux. Monsieur Makumba. Merci beaucoup, Hassan, et bonjour à tout le monde. Je voudrais plutôt insister sur les aspects liés à la production, bien sûr en connexion avec la commercialisation dans le contexte Covid, mais surtout la mise en place d'un dispositif durable pour régler définitivement cette question. Je le dis parce que, Alassane, la transformation n'est pas du ressort de la direction de l'horticulture, ni du ministère de l'Agriculture. C'est pourquoi je disais, j'étais censé intervenir un peu avant, parce que j'ai eu un peu du retard par rapport à une réunion que j'ai faite avant. Je voudrais donc rappeler, comme le disait tout à l'heure Cheikh Oumar, les initiatives ou la volonté du gouvernement du Sénégal de faire de ce sous-secteur de l'horticulture un secteur prioritaire en termes de production, mais aussi naturellement de commercialisation sur le marché national pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'essentiel des programmes de nutrition de notre pays utilisent la production de légumes et fruits à la place des produits manufacturés. Donc, mais aussi pour l'export, il l'a dit tout à l'heure. À part un peu d'arachide depuis récemment, ce qui est exporté de l'agriculture sénégalaise, c'est des produits horticoles. Donc, pour la production, les informations données sur le tableau et l'introduction de Cheikh Oumar me pousseront à faire l'économie du détail. Et tout le monde l'a vu. Des productions donc records. Parce que l'État a accompagné en termes de subventions pour les semences. Si on prend le cas de la pomme de terre, c'est les seules semences qui sont subventionnées, mais c'est des semences quand même assez coûteuses, 650 francs le kilo, qui sont importées.
Donc, l'État subventionne à 50%. À date, la subvention la plus élevée qu'on a mise, c'est 6,5 milliards. On est parti de 130 millions en 2012 à 6,5 milliards, c'était en 2018. Cette année, on était à 3 milliards, presque 800. Donc, et de l'engrais également. C'est vrai que c'est à renforcer parce que c'est encore insuffisant, mais des efforts ont été faits. On est presque autour de 3 milliards annuels pour les engrais. Ça fait quand même beaucoup. Et à côté, on a suffisamment produit parce que les producteurs s'y retrouvent, parce que s'il a dit tout à l'heure, la régulation marchait jusqu'à maintenant, il y a juste des problèmes au début du processus et à la fin, et ça c'est normal parce que c'est des périodes qui sont difficiles et c'est des stocks au niveau national à gérer, mais sinon ça se passe bien. Donc les producteurs se mettent à l'oignon de plus en plus, à la pomme de terre, entre autres, mais je cite ces deux produits phares. Donc cette année n'a pas échappé à cette tendance haussière. Au moment où, n'est-ce pas, où la COVID est arrivée, on avait l'un des premiers pics de production. Donc, ici, il l'a expliqué, Cheikh Oumar l'a expliqué avec les difficultés liées à l'offre, au marché, etc., à la mobilité. Donc, il fallait trouver une solution et on a fait une tournée pour inventorier les stocks disponibles. Donc, j'en profite pour dire, j'ai appris tout à l'heure avec si je pense qu'apparemment, il n'y a plus de problème pour la pomme de terre, si j'ai bien compris. La situation qui a été relayée il y a moins d'une semaine, il y a 5 jours, à partir des centres de groupage et de plateformes, établissait autour de 1497 tonnes quand même. Donc, et 37 000 tonnes pour l'oignon. Donc, nous, notre problème ou notre priorité, c'est que ces stocks en souffrance puissent être tout de suite commercialisés. En tout cas, enlevés de ces zones pour que les récoltes, notamment pour l'oignon, qui doivent suivre, puissent rejoindre ces mêmes sites. Pourquoi? Pour certes que ces producteurs gagnent, qu'ils n'aient pas besoin d'être aidés par l'État, qu'ils puissent payer leurs dettes, mais surtout qu'ils puissent repartir en campagne. Moi, je voudrais insister sur ça. Vous avez parlé d'un terme de référence de résilience. On ne doit pas attendre le mois de février prochain pour les récoltes, les grosses récoltes de légumes. On doit avoir encore des légumes d'ici octobre prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'en contre-saison chaude, il y a des légumes qui peuvent continuer à se faire. Donc, s'ils étaient payés, en tout cas, s'ils arrivaient à commercialiser, ils peuvent aller en campagne d'ici l'hivernage. Ils peuvent également faire des légumes en hivernage, parce qu'il y a des légumes de type africain qui s'adaptent à l'hivernage. Donc, ça veut dire que ça permettra d'assurer une disponibilité continue en légumes jusqu'à la prochaine campagne de contre-saison qui commence en octobre et les prochaines récoltes, ce sera en février. Donc, voilà un peu moi l'enjeu que je voudrais aussi noter sur le fait que la commercialisation aurait un impact sur une continuation de l'activité de production horticole d'ici la prochaine grande campagne. On a avec nous une dame, Mme Maïmouna Sambou, qui est transformatrice. C'est juste la parole qu'on demande, elle, sur le terrain, qu'est-ce qu'elle a comme difficulté par rapport justement à sa production concernant l'horticulture. Mme Maïmouna Sambou, vous avez la parole. Je remercie vraiment tous les panélistes de ça. Et je remercie aussi les initiateurs de ce panel. Donc, à travers IPAR, CNCR, la Chambre de commerce, d'horticulture, tout le monde qui sont là. Vraiment, je me réjouis d'être parmi vous. Je ne m'attendais pas. Et je remercie aussi Tunkara, avec qui j'ai eu à travailler un peu sur, il y a à peu près une semaine, sur la mangue. M'a posé des questions concernant la production et la transformation de la mangue en Casamance. Donc, je pense que c'est partant de là que vraiment qu'il m'a choisi pour que je sois vraiment membre de ce panel. Ça, vraiment, je remercie tout le monde. Donc, nous, on est toujours, les femmes de la transformatrice sont toujours intéressées par vous tous. On a souvent voulu venir vers vous, mais vraiment, quelque part, ça bloque quelque part parce qu'on ne connaît pas. Donc, par rapport aussi à la transformation dont
m'avez posé la question. Donc, la transformation, vraiment, elle est au cœur des activités des femmes, des groupements et des GIE. Donc, nous faisons la transformation. Je m'appelle Maïmouna Sambou. Je suis présidente d'un GIE appelé Casa Écologie. Nous, on est basé à Bignona. Nous faisons donc la commercialisation et la production des fruits forestiers et des céréales. Donc, par rapport aux produits forestiers, donc nous transformons le dita, le mad, le bouilli. Bon, par rapport aux céréales aussi, nous transformons aussi le mil, le sorgho, le niébé. Il y a aussi les produits maraîchers aussi qu'on transforme. Donc, les transformatrices, dont je le disais tantôt, sont réparties presque dans toute l'étendue du territoire sénégalais. Parce que quand tu vas au niveau des foires et FIDA, vous rencontrez presque beaucoup de stands qui regroupent des femmes représentant presque toutes les régions du Sénégal. Ce qui veut dire que les produits transformés sont vraiment sur le marché sénégalais, voire même international, pour des femmes qui vendent sur le niveau international. Donc aujourd'hui, nous faisons face à une pandémie qui nous empêche, par exemple, si je prends le cas de l'approvisionnement de la matière première, on est bloqué. Aujourd'hui, au moment où je vous parle comme ça, la mangue, le mad, ils ont commencé à mûrir au niveau des villages. Ça pose problème. Les populations qui détiennent ces fruits ne peuvent plus venir au niveau des départements et des régions pour vendre. Nous qui sommes de la transformation, on ne peut plus aller vers les populations pour nous approvisionner. Donc ça pose problème. Donc si ça continue comme ça, d'ici en mai ou juin, c'est là où on a presque le plus de produits. Donc si ça continue comme ça, on sera vraiment coupé de ces produits-là. On ne va plus faire de la transformation par rapport aux produits forestiers. Les autres produits, peut-être le gingembre, le bissap, d'autres produits, on peut les acheter sur le marché. Mais les produits forestiers, on ne peut pas vraiment les acheter sur le marché. Donc, par rapport à la production aussi, c'est la même chose. Donc, quand les unités ferment, on ne produit plus. Les membres, les employés sont confinés quelque part. Donc, la production s'est complètement arrêtée. C'est valable pour la commercialisation. La commercialisation aussi, elle s'est arrêtée. Parce qu'avec ce contexte COVID-19, parfois les gens sont un peu suspects par rapport aux produits. Ça, ils ont l'air. Parce que qui dit Covid, c'est une maladie tellement dangereuse que les gens ont tellement commenté sur ça que vraiment, même pour acheter un produit qui est fabriqué au niveau des unités de transformation, les gens, parfois, ils ont des doutes. Mais autant on se débrouille vraiment bien pour vendre, pour s'approvisionner et pour tout. Mais le Covid a fait qu'actuellement, on est vraiment toujours au stade embryonnaire. Rien ne marche. Donc, si rien ne marche, on est obligé de puiser sur les fonds épargnés qui vont peut-être servir au paiement des indemnités des employés et des membres et aussi pour l'achat de la matière première. Donc, ça complique un peu la situation. Mais je dis qu'avant cette pandémie, si je prends le cas spécifique de la Casamance que moi je connais, nous avons toujours essayé de travailler en collaboration avec les eaux et forêts, de travailler en collaboration avec la recherche, avec l'ISRA, ne serait-ce que pour que nous faisions une large sensibilisation auprès des populations à la base, pour qu'au moins qu'ils gèrent bien la forêt. Parce que c'est ça la grande problématique aujourd'hui de l'approvisionnement des produits forestiers qui sont des produits phares dans la transformation, dans les unités de transformation au Sénégal. Donc, si on n'a plus de détails au niveau des unités de transformation, on n'a plus de mangue, on n'a plus de bouillie, on n'a plus de mad, vraiment, la transformation au Sénégal n'a plus sa valeur parce que les gens sont plutôt intéressés par les produits forestiers. C'est ce que je disais tantôt. Vraiment, on a du mal vraiment à nous approvisionner. Madame Maïmouna, nous avons créé au niveau régional une association appelée Association pour la protection de l'indication, association pour la promotion et la protection de l'indication géographique sur le mode de Casamance. Dans cette association, elle couvre les 3 régions. La région de Sédhiou, la région de Kolda et la région de Ziguinchor. Ne serait-ce que pour mener une large sensibilisation par rapport à la gestion de la forêt, surtout le MAD. Donc, on est accompagné par un cabinet appelé ETDS avec comme directeur Pape Kanouté, appuyé par la FAO,
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Voilà. ASPID, l'Association africaine de la propriété intellectuelle, il y a aussi l'ISRA, il y a aussi l'ANCAR. Donc, Voilà. Permettez-nous de voir avec M. Serigne Mboup, qui est le président de l'Union des chambres de commerce et d'agriculture. Oui. M. Mboup, face à tous ces problèmes, Oui. quelle réponse du secteur privé sénégalais, la chambre de commerce, par rapport à ces difficultés que rencontrent les producteurs, les transformateurs, entre autres? Il y a deux choses, si on le règle, on peut régler les problèmes. D'abord, c'est le problème de logistique. Ça, c'est de l'État. Logistique, ce n'est pas uniquement des routes. Logistique, c'est de créer une connectivité des terroirs. C'est des routes, c'est des magasins de stockage, c'est des lieux de vente, c'est des lieux de transformation. Deuxième, c'est la coordination entre les acteurs. Aujourd'hui, les chambres sont là, les agents sont là, les associations sont là. Il y a beaucoup d'intervenants sur un secteur. C'est comme, vous m'excusez, un malade qui est malade et il est entouré par plusieurs docteurs et ces docteurs ne se concertent pas et chacun lui donne un médicament, il peut même être bourré. Voilà. Moi, je pense que vous avez profité 3 minutes pour vous expliquer un peu la connaissance des chambres. Je pense que vous le connaissez, qui chambres consulaires et les chambres des métiers. Donc, si vous me permettez, je pense qu'il faut enlever le partage, comme ça, je vais partager un document pour vous montrer un peu. Tu peux partager, c'est bon. Voilà. Je vous montre un peu que vous comprenez les dispositifs. Vous savez que les chambres ont été créées pour aider les ministres de commerce, permettre aux ministres chargés de tutelle de mettre en œuvre la politique de l'État en matière de promotion des économies. Ici, c'est sur la nécessité de faire l'Institut consulaire un cadre fédérateur. Aujourd'hui, au niveau du CNCR, au niveau des associations, tous ces membres dans la Chambre. On connaît bien les membres des CN, les Alioundia, Tamidou, tout le monde. Mais au lieu que le débat, aujourd'hui, pose dans les chambres, qu'on implique les transporteurs, les industriels, les commerçants, tous, on le pose, parce que ce n'est pas la personne de Serigne Mboup, c'est le lieu, c'est l'institution qui permet un cadre fédérateur, un cadre de dialogue, et que les opérateurs économiques investissent les chambres et le diriger. Ce n'est pas une chasse-gardée pour personne, ce n'est pas une association privée. Moi, je pense que c'est très important. Et les chambres, ils ont pour regarder télé large, ils ont des réseaux internationaux partout dans le monde. Partout dans le monde, les chambres peuvent accéder, qui est différent même des structures étatiques. Il y a des endroits, il faut qu'ils passent par les ambassades, il faut qu'ils passent par leurs autorités, mais les chambres peuvent atteindre n'importe quel endroit dans le monde. Moi, je pense que ça, c'est un... Oui. Est-ce que les chambres peuvent financer la commercialisation? Non, vous savez que les chambres, c'est des établissements publics. Les chambres ne financent pas, les chambres encadrent. Les chambres peuvent financer si les membres cotisent pour financer. Parce que les membres, le fonctionnement des chambres, c'est normalement dans les pays, quelqu'un qui a un registre de commerce cotise chaque année pour avoir une carte. Ce n'est pas une obligation au niveau de notre économie, mais dans les pays comme vous prenez Burkina, pourquoi la chambre de Burkina a 20, si je vous dis que 20 milliards de budget, il gère des investisseurs équivalents à prix de 80 milliards. Il a les magasins de stockage, il a tout. Dakar, il l'avait. Pardon? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça que je vous dis, que ça mérite une autre rencontre pour qu'on voit comment financer les chambres, pour que les chambres puissent orienter vers l'investissement productif, gérer des marchés de gros, gérer des zones industrielles pour aider les transformateurs, gérer les lieux commerciaux, pouvoir avoir des moyens de commercialiser, de former les clients. Je vous montre qu'est-ce que nous, à Kaolack, rapidement, qu'est-ce qu'on est en train de faire, parce que c'est valable pour toutes les chambres. Pour vous montrer rapidement, une brève présentation, pour vous montrer que d'abord, c'est les acteurs qui doivent impliquer dedans. Bon, pour ne pas aller vite, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, moi je pense que les logistiques peuvent être investies par les chambres, peuvent être gérées. Parce que dans les dispositifs des chambres, on dit que les chambres peuvent contacter avec l'État pour gérer les infrastructures
à intérêt public. Pourquoi? L'État, quand il gère des infrastructures, l'État n'est pas fait pour gérer ni les collectivités locales. Vous avez vu tout ce que les collectivités locales gèrent, que ce soit les marchés, que de toi, soit ça amène des problèmes, parce que c'est les acteurs eux-mêmes qui empêchent les gestionnaires de faire le travail. Mais quand c'est nous à nous, on ne peut pas nous empêcher. Première. Deuxième, l'État, en donnant les chambres une gestion, l'État n'a pas besoin de passer par des appels d'offres parce que c'est de public à public. Il n'y a pas d'appel d'offres. Mais si c'est une association privée, l'État peut obliger de passer par appel d'offres ou bien vous allez voir une autre association qui le conteste. Moi, je pense que le débat qu'on est en train de faire, c'est très important. Il faut le canaliser point par point et de venir en appui. Mais tout est là. Les producteurs, c'est de produire. Les chambres accompagnées avec les organisations et les structures d'appui d'État pour appuyer les opérateurs économiques. Et le rôle de l'État, c'est d'appuyer tout ça parce que si les entreprises gagnent de l'argent, c'est l'État qui gagne, c'est l'emploi, c'est notre économie. Et dernière... Très rapidement, comment faire pour régler le problème de commercialisation de façon concrète? Mais le problème, je vous ai dit que c'est la logistique et la concertation. Si tout ce que CNCR fait, les chambres sont dedans, on est dedans, mais avec des personnes qui sont dans nos chambres, mais qui viennent au nom de leur association. Mais si aujourd'hui, vous me permettez un peu, si aujourd'hui l'État, comme ce que ARM dit, l'État investit, même s'il ne peut pas investir, mais il fait un programme d'investissement à long terme pour dire que dans chaque pôle régional, il y aura des infrastructures nécessaires pour transporter les produits des zones de production jusqu'au... D'abord, nous à nous, pour l'amener à l'intérieur du Sénégal. Deuxième, créer les zones de transformation que nos braves femmes ne peuvent pas investir sur des millions pour faire leur transformation. Il suffit de faire des transformations en commun. Et troisième, c'est que la concertation qu'on est en train de faire soit une concertation pour prendre une décision collective. Moi, je pense que c'est les 3 points qu'on peut faire. Ce n'est pas l'argent qui va régler le problème. C'est logistique et la concertation et les logistique qui est large de tous les domaines. Voilà. Et Alassane, je vous ai dit, le Covid n'est pas un handicap pour notre avantage. Si aujourd'hui on redessine notre économie, regarde ce qu'on est en train de faire de réunion. Vous avez 49 personnes. Imaginez si vous pouvez les regrouper. Les hôtels, les perdiums, combien ça coûte? Regarde aujourd'hui, si aujourd'hui on avait arrêté d'importer ce que nous produisons et travailler pour l'exporter, même le pomme de terre, nous essayons de le dire, mais il y a des chips, il y a plein de choses qui peuvent se faire à l'excédent. Je pense que si on repense notre économie, on peut sortir avec des taux de croissance très élevés. Voilà. Merci beaucoup, M. Mboub. On va prendre Maguette Diop, de CNCR, qui est productrice dans les Niayes. Maguette, bonjour et merci de nous rejoindre. Est-ce que la problématique posée par Serigne Mboub pour régler vos problèmes, vous retrouvez et quelles sont les difficultés que vous avez, vous, que vous pensez-vous de façon concrète on doit faire pour régler vos difficultés? maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam vraiment di kontaan bu baax ci débat bi di nuyu le président du CNCR di nuyu aussi Cheikh Omar ak yéen ñëpp ñi bokk ci panel bi yëpp xëy na comme ni mu ko waxee vraiment impact yi nga xamante ni Covid bi am na ko ci au niveau de la zone des Niayes bari na trop mais nag dañ koy catégoriser def ko mu nekk 3 catégories d'impact am na ay produits yoo xamante ni vraiment c'est très impacté mooy produits yi nga xamante ni mooy lu mel ni chou lu mel ni aubergine lu mel ni ay poivron navet tomate ay concombre ak ay salade ay produits la yoo xamante ni boo ko récolté tey ci jour bi il faut nga jaay ko su dul loolu mu yàq say loxo te en général aussi ci produits yooyu ci la baykat yi doon vivre du jour le jour yeneen produits yi nga xamante ni mooy pomme de terre ak carotte en général moom lañ doon jël pour buñ ko jaayee di ci investir di ci am jëndaat ay yeneen matériel mais produits yi nga xamante ni moom laa doon lim léegi mooy yi nga xamante ni moom lañ doon dundee du jour le jour mu am na aussi yeneen produits yoo xamante ni moom vraiment c'est moins impacté mooy aubergine amère bi muy kaani bi muy tomate bi yooyu yëpp c'est moins impacté donc kon catégorie yooyu mooy yi nga xamante ni moo fi nekk te vraiment ñu di ko dund bu metti beneen problématique bi nga xamante ni aussi moom lañ doon xalaat tey bu fekkente ni ci solution yi gouvernement bi dafa jël
engagement pour jàppale producteurs yi dañuy xalaat ñi nga xamante ne ñoo am ay bor ci banque yi vraiment mën nañ leen jàppale ba ñu wàññi bor bi bu fekkente ne dañ leen defar moratoire wala ñu di leen jàppale mais aussi ñu bana fàtte producteurs yi nga xamante ni mooy exploitation familiale yi nga xamante ni vraiment ñoom ci magasin yi nga xamante ni dañu nekk ci biir dëkk yi ci biir dëkk yu mag yi ci la ñuy dem di lekk ñëw di produire donc ñooñu aussi waruñu ñu leen fàtte ñooñu aussi vraiment impacté wu nañ bu baax a baax ci Covid 19 bi ci des mooy problème mu transport xam nga bu fekkente ne da nga bay ba pare nga wàññi ko dem marché war ko jaay ñu tëj marché yi loolu aussi doo mën a jaay donc vraiment loolu ay jafe-jafe la yoo xamante ni dund nañ ko te bi ci des aussi mooy comme ni ko président ñoom waxee soble ak pomme de terre bi nga xamante ni xalaatoon nañ ni xëy na gouvernement bi dina ko jënd ci suñuy loxo nga xam ne au moins dina wàññi suñu coono loolu aussi vraiment mu des ci suñuy loxo ay jafe-jafe la yoo xamante ni ñu ngi koy dund beneen bi ci des aussi mooy bu ñu xoolee actuellement ñi ngi préparé pour dem ci yeneen campagne ci jamono joo xamante ni mbay mi ñu bayoon am na ci ñu baree bari dañu mujj bàyyi seen basante ak seen jaxote bi dutuñu ko sa arrosé parce que boo demee ci marché bi yaa ngi koy jaayee ay 1250 ay 1300 saako loolu vraiment ce coût de revient bi dara du ci génn transport bi ngay dem sax pour yóbbu ko ci marché bi problème lay doon ci jamono jooju nag ñu war a préparé waat beneen campagne donc kon foofu li may xalaat rek il faut ñu accompagner vraiment subventionner bu baax a baax semence yi ak engrais bi pour nit ñi mën a demaat ci campagne bi sinon jàpp nañu ni rupture moom dina am ci produit yi nga xamante ne mooy produit maraîcher. Concernant les produits périssables, les crédits bancaires, les difficultés que vous avez parlé aussi de l'exploitation familiale qui ont beaucoup de difficultés et surtout la prochaine campagne, comment on doit faire pour la mettre en place, le problème de l'engrais. Je pense que c'est des questions importantes qui peut-être sont adressées à Macoumba Diouf, qui est directeur de l'agriculture. Monsieur Macoumba Diouf, ces problématiques-là, horticulture, comment pensez-vous les régler? Merci, Hassan. Je l'ai annoncé tout à l'heure que, comme la problématique tournait autour des stocks en souffrance, j'ai fait le lien et elle a raison. Et ce qu'on a prévu, c'est que dans le cadre de la campagne agricole en cours de préparation, nous avons attiré l'attention des autorités sur le fait que ce n'est pas l'agriculture pluviale seulement qui devra être ciblée. En priorité, certes, le riz et les céréales. Mais il faut qu'un appui, contrairement à avant, parce qu'avant, on avait une seule grande contre-saison, qu'on appelle la contre-saison froide, qui commence en octobre de l'année N pour se terminer en février, les récoltes en tout cas de l'année N+1. Donc, et cette année, on a demandé qu'en termes de semences, en termes d'engrais, pour le reste de la contre-saison chaude et pour l'hivernage, que les horticulteurs puissent être soutenus, puissent être accompagnés. Monsieur Macoumba Diouf, quels sont les légumes africains qui peuvent être cultivés lors de l'hivernage? Il y a le gombo, il y a le bissap, il y a l'aubergine douce et amère, les deux. Il y a bien sûr la pastèque qui est cultivée en dérobé. Essentiellement, il y a aussi des variétés de piments. Il y a la tomate. Il y a des variétés de piments qui se cultivent aussi pendant l'hivernage. Il y a le chou qui se fait maintenant presque en toute saison au Sénégal actuellement, le chou, toute saison. Donc voilà un listing qui n'est pas exhaustif. Et ça rejoint un peu ce que la dame disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des légumes qui, en termes de consommation, ne sont pas des légumes de grande consommation, qui ne sont pas produits en très grande quantité, mais qui aident les petites exploitations à gérer les périodes entre les récoltes des légumes de grande consommation ou les autres activités qu'ils font. C'est des activités un peu de diversification. C'est des cycles courts. Même la laitue en fait partie. C'est des légumes qui vont de 45 jours, souvent, même 30 jours, à 60-65 jours. Donc, ça nous permet de faire face à des situations comme celle-ci. L'État a mobilisé des milliards de francs CFA par rapport au Covid. Les gens se demandent comment ces milliards mobilisés peuvent soutenir ces unités de transformation qui sont réduites en micro-entreprises. Il faut le dire, Alsan, ces milliards, oui,
Mais il faut préciser que ces milliards, pour le moment, ne concernent pas la transformation. Vous avez suivi l'arbitrage ou la répartition qui a été faite. Ce qui fait que nous, ce qu'on a fait actuellement, c'est un plaidoyer, avec bien sûr des documents à l'appui, y compris le programme qui est en cours de finalisation au niveau du ministère, qui est le programme agricole pour la résilience économique et sociale pour les 5 prochaines années. C'est un programme qui est réclamé par le chef de l'État. Où, de manière structurante, on a prévu de prendre en charge ces questions d'infrastructures de conservation, en rapport bien sûr avec le secteur privé. On pourra en reparler. Il y a quelque chose qui est initié au niveau de l'ARM, au niveau de l'ADER. On a prévu après la campagne, pendant la campagne agricole hivernale, de se réunir et de voir toutes ces initiatives, de les mettre à la disposition du secteur privé pour qu'ils viennent réaliser ces infrastructures. Donc, Alassane, dans ces milliards que vous entendez, il n'y a rien pour le moment qui est prévu pour des infrastructures ni de conservation, ni de transformation. Et c'est ça le mérite d'un tel panel, c'est de dire que ça urge. Parce que la prochaine récolte, c'est pour bientôt. Mais je viens de vous dire que c'est pris en compte dans ce programme, mais comme le programme n'est pas encore examiné par l'autorité suprême, par le président de la République, on ne peut pas vous dire. Mais au niveau de la tutelle, la préoccupation est formulée à la demande du président. C'est un programme quinquennal qui va régler de manière structurelle ces questions, à la fois de sécurité alimentaire, pour les céréales, comme vous l'avez entendu, mais aussi mettre l'accent sur les légumes pour maintenir la progression haussière, pour avoir non seulement la suffisance conditionnée par les infrastructures de conservation et de transformation, mais aussi continuer les exportations, y compris et surtout dans la sous-région. Donc, les milliards dont vous entendez parler, je précise, ne ciblent aucunement, à date en tout cas, ni la transformation, ni la conservation. Voilà, donc féliciter les intervenants, le CNCR, IPAR, le Dr Diouf, de même que le président de l'Union des chambres de commerce pour son engagement constant en faveur du secteur privé. Alors, l'objet de cette rencontre, l'agriculture, surtout en cette période de Covid-19 et surtout les impacts sur la commercialisation des produits horticoles, nous interpelle en tout cas au plus haut point, à tel point que l'Union, qui représente le secteur privé sous la houlette de la tutelle, comme l'a dit le président Serigne Mboup, est en train de trouver une réponse à travers la dynamisation des échanges interrégionaux. Il s'agit de créer une plateforme commune où chaque chambre de commerce proposera les produits phares de son territoire en renseignant d'abord sur les périodes de récolte, les quantités attendues, les termes et les conditions d'échange, bref, de formuler une offre avec professionnalisme pour que chaque région, en ayant organisé ses opérateurs concernés, puisse satisfaire sa demande et proposer son offre. Donc, c'est une rencontre entre l'offre et la demande à tout instant de l'année. Cela nécessitera évidemment une communication pointue et régulière. Alors, juste pour exemple, le président du BCC avait évoqué lors d'une réunion en visioconférence que vraiment nous observons avec consternation que la mangue de la Casamance pourrit pendant que cette même période, par exemple, la chambre de commerce, la région de Tambacounda est en train de s'approvisionner en mangue venant de Guinée. Vous conviendrez avec moi que cela quand même constitue une aberration qu'il est temps de corriger. On peut multiplier les exemples. Tamba, Sédhiou, Ziguinchor produisent de la banane de très bonne qualité, mais qui est livrée en vrac dans des camions et sur des pistes défoncées. Ce qui, à l'arrivée, altère l'aspect de la marchandise, la rendant moins attrayante et donc est concurrencée par celle venue de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut aider les producteurs en matière d'emballage et de conditionnement. Cela peut venir des chambres consulaires, mais à condition aussi que l'État mette les moyens nécessaires à leur disposition. Il est évident que d'autres régions vivent la même chose. On a parlé de l'oignon, on a parlé d'autres produits, d'autres intervenants ont fait état en tout cas des contraintes qu'ils rencontrent par rapport à la commercialisation de leurs produits. Alors, les présidents des 14 chambres se sont mobilisés et ont mis sur pied un comité restreint. Il est chargé de piloter ce programme d'échange commercial interrégional de produits locaux. Donc, il est chargé d'élaborer un cahier des charges, de faire en sorte que cette plateforme soit créée au plus vite
car il peut y avoir, au sortir de cette crise sanitaire, une crise alimentaire. Et on voit déjà que certains pays commencent à bloquer leur production au profit de leur consommation locale. Donc, il est nécessaire de prendre les devants pour que vraiment la commercialisation de nos produits locaux soit en tout cas effective. Voilà. Et pour cela, les chambres, je pense que doivent jouer un rôle capital. Il est prévu de mettre en place des bourses, de mettre en branle des bourses de fret qui ont été installées dans certaines chambres de commerce avec l'appui du COSEC. Bon, c'est vrai que ne fonctionnent pas encore comme il faut, mais je pense qu'en les réactivant et en les dynamisant, cela peut être, en tout cas, peut jouer un rôle pour cette plateforme-là. Merci Alassane. D'abord, je me réjouis des avancées effectuées par les chambres de commerce. Et je rappelle qu'au cours d'une visioconférence qu'on a eue, les cadres du ministère du Commerce et les chambres, j'avais fait une proposition d'aller dans ce sens, de recenser les productions de chaque région avec un calendrier productoral et le catalogue de l'offre pour voir les essences. Et dire aussi au président Mboup et à Kassé que les antennes de l'ARM ont commencé déjà à nous remettre les rapports sur ce travail. Bon, on a déjà un projet qu'on appelle les plateformes commerciales. Je n'arrive pas à partager au niveau de l'écran. J'ai envoyé à Cheikh Oumar pour qu'il le partage au niveau de l'écran. Et au niveau de ces plateformes, on a prévu des plateformes de commercialisation, à peu près 7 dans l'ensemble du pays. À Ourossogui, à Tareji, au niveau de Pout, Djakaoussine, Kafrine, Diallokoto et Sédhiou. Il y a aussi une plateforme déjà à Bignona. Il y a les marchés agricoles. Djaoubé est terminé presque à 80%. Le marché d'intérêt national, il y a des problèmes d'assainissement. On a pensé à un marché de groupage du riz et des autres produits de la vallée au niveau de Rosso et un autre marché au niveau de la frontière avec le Sénégal, entre le Sénégal et le Mali, qui vont servir à la fois de mise en marché, mais aussi d'espace de commercialisation de produits sénégalais. Il est aberrant donc que le lait soit versé et que le Sénégal dépense 42 milliards pour importer des produits laitiers. Comme l'a dit Kassé, nous avons des mangues qui pourrissent en Casamance dans leur culture. Ils ne mangent pas des mangues qui sont tombées à terre, alors que le Sénégal importe des jus de mangue dans des pays arabes qui n'ont même pas de manguiers. Sans compter les autres pertes qui avoisinent selon la FAO entre 20 et 30%. Mettez-vous en tête, Alassane, que l'année passée, le Sénégal a couvert 8 mois sur 12 la consommation de l'oignon. Donc, du mois de janvier à la fin du mois d'août. On a importé sur 4 mois. Mais si, par exemple, la consommation du Sénégal est de 30 000 tonnes par mois, c'est 240 000 tonnes. À 200 000 francs au niveau des zones de production, c'est presque 48 milliards. Mais quand on dit qu'on perd 30%, tu prends 30% de 400 000 tonnes déclarées par Macoumba, c'est presque 120 000 tonnes perdues. Si on récupère uniquement le tiers, les 3 quarts, on arrive à couvrir 3 mois restants. Donc, pour dire... Monsieur, si de façon concrète, qu'est-ce qu'il faut faire pour minimiser ces pertes-là et pour qu'on puisse les transformer? Mais Alassane, je t'ai dit qu'on a proposé des plateformes de mise en marché. C'est ça. Les 7 que j'ai énumérées. Je t'ai parlé aussi de... Est-ce que concrètement c'est mis en œuvre? Ça a commencé, le travail a démarré ou pas? Ça a commencé suivant les moyens de l'ARM. Par exemple, la plateforme de l'oignon de Boubé, en un mois, a vendu 10 000 tonnes. C'est-à-dire toute la zone de cette zone-là de Podor amène leur oignon là-bas. Il y a un comité de gestion et des lettres de véhicules. L'exploitation des lettres de véhicules au mois de mars donne une vente de 10 000 tonnes. Donc, ça a commencé avec les moyens, mais nous voulons que ces plateformes-là, même hier, on a rencontré le ministère du Plan pour discuter dans un plan post-Covid, comment rendre ces plateformes fonctionnelles pour qu'on puisse avoir des produits de mise en marché, pour que le produit du Sénégal ne vienne pas dans le marché comme il quitte le champ. Il y a par exemple des gens qui estiment aujourd'hui que de plus en plus le Sénégal est dans la digitalisation, comme Degen Pouy de l'EPA demande pourquoi vous ne développez pas la vente en ligne dans ce contexte de Covid. Oui,
il y a un système d'information qui est mis en place. Et même une plateforme de commercialisation a été mise en place par le ministère du Commerce qui est en train de se réunir, qui s'appelle Sunu Komkom. Donc, on est déjà là-dessus. Mais aussi dans ces espaces... Les Sénégalais peuvent acheter, commander leurs produits. Les plateformes déclarent leur stock dans la plateforme digitale et les commerçants peuvent faire les commandes. Par rapport à... C'est là où la réunion avec le DER, on a sorti une liste de 14 commerçants, mais les 14 commerçants représentaient 96% du marché sénégalais. Et c'est à cause de ça que la DER a débloqué et la Banque agricole a débloqué 1 milliard pour accompagner la commercialisation. Les notifications ont été faites hier à 7 commerçants. On poursuit pour une valeur de 690 millions. On est en train de poursuivre pour les autres pour que la commercialisation, pour qu'ils puissent acheter. Donc, avec ça, comme l'a dit As, au niveau de Tareji, on va donner la priorité à l'oignon, la tomate, le riz, patate et gombo. Alassane parlait du gombo. Le Covid intervenait au moment où la Chambre de commerce de Matam avait une commande de 40 tonnes par semaine pour Rensis. Parce que Rensis s'approvisionnait au niveau de Costa Rica. On a réussi à montrer au comité de gestion de Rensis que s'ils achetaient au Sénégal, au lieu d'avoir une semaine pour livrer, on peut livrer en 24 heures. Le produit peut quitter Ourossogui le matin, arriver à l'aéroport Blaise Diagne et être expédié le soir sur Rensis. Ça, c'était un marché déjà. Donc, c'est pour dire que les gens sont en train de travailler. Il y a un problème de moyens, mais avec les chambres de commerce, l'IPAR, le CNCR, si on applique les dispositions du décret 2010-891 sur le cadre de commercialisation des produits agricoles, un cadre national avec des déclinaisons régionales présidées par les gouverneurs où il y a l'ensemble des acteurs, on pourra avancer et trouver des moyens rapidement pour avoir la solution à nos problèmes de commercialisation. Voilà, merci beaucoup, monsieur le directeur Amadou Abdoulsi. Nous allons donner la parole à Ibrahim Ak pour voir dans le débat qui est posé quelles sont les solutions qu'il faut mettre davantage pour que ça soit beaucoup plus huilé, que tous les producteurs sénégalais puissent profiter justement des plateformes pour mieux vendre dans ce contexte difficile de Covid. Merci à quelques questions qui ont été posées durant les interventions des panélistes. Il y a par exemple une question posée au directeur de l'horticulture. On lui dit comment faire pour que les horticulteurs puissent accéder aux infrastructures de stockage appropriées et qu'est-ce que l'État peut faire pour cela et comment on peut faire en sorte que les campagnes soient mieux planifiées. Donc ça, c'est pour le directeur de l'horticulture. Il y a une question aussi, une suggestion à Mme Maguette Diop par rapport aux questions de financement qu'elle avait posées, où on lui dit que la BCEAO, dans l'avis 5, dispose que le client, dans ces contextes-là, le client qui est impacté, peut formuler une demande et les banques sont tenues de faire un report de 3 mois renouvelable. Donc, elle suggère à Mme Diop de s'approcher des banques. Et une autre question de M. Boubacar Diallo qui parle de l'impact du Covid, mais qui demande aux différents panélistes s'il y a déjà une réflexion stratégique qui est engagée pour la protection des filières agricoles et surtout les filières alimentaires, étant entendu que nous sommes maintenant très vulnérables par rapport à l'extérieur. Donc, quelle est la réflexion stratégique qui est engagée dans ce sens-là? Donc, voilà quelques questions qui sont posées. Je pourrais intervenir plus tard. Oui, merci Alassane pour ce débat très, très, très intéressant. Je souhaiterais juste relever trois points. Le premier, c'est par rapport à l'impact du Covid dans le court terme. Lorsqu'on entend ce qui se passe depuis un certain temps, on sait que beaucoup d'opérateurs, notamment les producteurs, ont souffert de cet impact-là.
parce que le manque de mobilité a fait qu'ils ne pouvaient pas vendre leurs produits. L'exemple de l'oignon est là, l'exemple de la mangue est là, et je pense qu'il est heureux que l'État commence maintenant à réfléchir sur la solution à ces problèmes conjoncturels dus au Covid et qu'il faut résoudre. Et je pense qu'il vaut mieux résoudre cela que de laisser ces acteurs tomber dans l'extrême pauvreté et recourir à des kits alimentaires pour les sauver. Donc, il est impératif que l'État continue sur cette lancée. Deuxièmement, la réflexion est allée dans le moyen et long terme. Et là, il faut d'abord reconnaître qu'il y a eu beaucoup de progrès dans la régulation. Quand on parle de l'oignon, ce qui vient à l'esprit, c'est l'esprit de régulation qui a animé le secteur pendant un certain temps. Il y a aussi beaucoup de progrès dans la production horticole. Cependant, il est apparu dans les débats que les problèmes de logistique sont encore récurrents. Et tout à l'heure, il faut se féliciter par les propositions qui ont été faites, notamment par le président du CNCR, sur ce partenariat public-privé autour de la logistique, notamment autour des magasins de stockage, autour de tout ce qui est centre de conservation. Je pense qu'il y a là des débuts de solutions. L'autre aspect, c'est les questions d'organisation. Au-delà de la logistique, l'organisation est un réel problème. Et il faut apprendre des bonnes pratiques. Par exemple, dans le nord du Sénégal, il y a eu ces dernières années une organisation qui a fait que les producteurs peuvent produire du riz de bonne qualité. Donc, du riz de bonne qualité, il y a la contractualisation. La CNCAS finance aussi bien les producteurs, les transformateurs et les commerçants, de sorte que le riz ne connaît plus des problèmes de mévente. Donc, apprenons de ces plateformes de commercialisation, apprenons de cette contractualisation qui existe aussi. Il y a des bribes dans l'arachide. Je pense qu'on a peut-être des leçons à apprendre de cela. Le rôle des chambres de commerce me semble être un rôle très important si on les met en avant parce que dans l'organisation, ils peuvent aider. Mais ce qui est plus important à mon sens, c'est de conduire une réflexion stratégique autour de la politique alimentaire. Parce que, au fond, si nous voulons aller loin, la première question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que nous voulons manger? Qu'est-ce que nous voulons manger ici au Sénégal? Et comment nous pouvons faire pour que ce que nous mangeons puisse répondre à des impératifs de qualité, mais aussi puisse répondre à des impératifs nutritionnels, puisse servir notre santé et puisse permettre aussi le développement de nos chaînes de valeur. Comment nous pouvons développer nos terroirs en faisant des choix intelligents sur les filières agricoles que nous devons promouvoir? Quels sont les investissements structurants que nous devons mettre en place? Quelles sont les incitations à mettre en place pour que les acteurs puissent investir? Tout cela nécessite une approche holistique. Ce n'est plus l'affaire du ministère de l'Agriculture, ça doit être l'affaire du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Industrie parce qu'il faut transformer, du ministère du Commerce parce qu'il faut vendre, du ministère de la Santé parce qu'il faut se préoccuper de la santé des champs, du secteur de la nutrition, etc., mais aussi du secteur privé. Donc, j'en appelle à l'État par rapport à la stratégie de résilience qui est en train d'être élaborée pour que ça soit participatif, pour que tous les acteurs puissent contribuer et pour qu'on en fasse un débat de sorte que cette stratégie soit appropriée, que chaque acteur s'approprie la stratégie. Et je termine juste pour remercier, et certainement Cheikh le fera, pour remercier tous les panélistes pour l'esprit constructif, parce que chacun a voulu apporter une solution aux problèmes auxquels nous sommes tous confrontés, c'est-à-dire la commercialisation des produits horticoles. Merci aux modérateurs aussi pour une excellente modération. Merci beaucoup. Hier déjà, on vous en parlait, le directeur de l'horticulture du Sénégal parlait des difficultés des horticulteurs, donc borchans, dont les produits étaient en train de souffrir de façon terrible. Et aujourd'hui, ces mêmes horticulteurs et acteurs n'ont que leurs yeux pour pleurer. Mais à côté, ils ont également d'autres bonnes idées à mettre sur la table. C'est un sujet proposé et réalisé par Moustapha Gabar Diop. Comment tirer profit de la pandémie
pour valoriser et mieux vendre la production horticole locale. Une question cruciale pour le monde rural au moment où il faut apprendre à vivre avec le virus. Parce que la plupart de nos produits pourrissent parce qu'il n'y a pas suffisamment de magasins de conservation, surtout des chambres froides. Et aujourd'hui, avec les chambres d'agriculture, il faudrait arriver entre l'État, qu'il y ait par exemple un partenariat public-privé, pour que on puisse connecter les deux. Non seulement il faut aider les femmes à travailler dans la transformation de ces produits, mais aussi les jeunes à mieux s'insérer avec des financements adéquats. Et quand on regarde aujourd'hui, l'État a fait des efforts, mais on aurait souhaité que par exemple dans le kit alimentaire, qu'on puisse intégrer par exemple l'oignon, qu'on puisse intégrer la pomme de terre, mais aussi les mangues, certains fruits. Une meilleure coordination des acteurs du secteur pourrait permettre de régler la question de la souveraineté alimentaire. Personne ne doit confier son ventre à l'extérieur. Il faut qu'on arrive à travailler avec des producteurs. Ce sont ces producteurs que nous avons, à améliorer leur productivité, à continuer à les accompagner, mais à s'assurer que quand ils produisent, ils peuvent vendre. Et je crois qu'il faut qu'on évite d'avoir des politiques d'autosuffisance par spéculation. Il faut arriver à une politique alimentaire en intégrant la question de la santé, la question de la nutrition, la question aussi vraiment du goût des Sénégalais. Et je crois que les Sénégalais doivent faire un effort pour adapter leur goût par rapport aussi à l'existant. Et je crois qu'il n'y a rien de meilleur que de manger, par exemple, ce qui est proche. Juste dans la filière oignon, le stock actuellement disponible est estimé à 25 000 tonnes. Des denrées qui pourraient être perdues faute de réadaptation des circuits de transformation et de distribution.